Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui on tourne dans un cadre un tout petit peu particulier puisque nous avons été autorisés à tourner au Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles où s'offre à nous une superbe exposition de minéraux et de pierres précieuses à l'état brut. Je vous propose donc un petit épisode sur la minéralogie. C'est parti! Commençons par un petit récapitulatif afin de distinguer clairement quelle est la différence entre la gémologie, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ainsi que la minéralogie. La famille minérale se définit comme substance non vivante formée naturellement ou artificiellement, ayant une composition chimique ainsi qu'un agencement moléculaire stable. Une gemme est sensiblement pareille, mais doit posséder des caractéristiques de couleur ou d'aspect attrayantes, et de plus pouvoir résister à une utilisation ornementale, sur un bijou par exemple. Pour faire simple, toutes les gemmes sont des minéraux, mais tous les minéraux ne sont pas des gemmes. On recense à l'heure actuelle à peu près 3000 espèces minérales, là où dans la famille des gemmes on n'en recense qu'à peine 200. Pour mettre ce petit exemple en pratique, prenez le talc par exemple, qui est un minéral très joli, mais possédant l'une des plus faibles duretés au monde. Alors esthétiquement c'est très joli, mais un peu difficile à porter sur un pendentif par exemple, puisque la pierre s'effrite tellement rapidement que votre pull finirait par ressembler aux fesses d'un nouveau-né. Afin que vous compreniez bien ce que je veux expliquer, prenons par exemple ce cristal d'apatite, qui est un très beau spécimen de collection, bien cristallisé, bien conservé, mais sa couleur ainsi que sa pureté ne lui permettent pas d'être utilisé en bijouterie. Il ne mérite donc pas son appellation gemme, contrairement à son petit frère que vous allez voir ici, qui lui peut parfaitement être utilisé en bijouterie. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez bien compris ce dont je veux parler. Nous pouvons donc maintenant plonger dans ce monde passionnant qu'est celui de la minéralogie. Les minéraux peuvent avoir des propriétés bien étranges, mais l'un d'eux a toujours attiré mon attention. Je me rappelle, étant gamin, mon père m'avait offert un bouquin reprenant toutes sortes de pierres, et ce livre les classait selon les critères de leur rareté. Il y avait un glossaire au bout du livre reprenant les symboles utilisés au long de l'ouvrage. L'un d'eux devait vous être familier, puisqu'il s'agissait de ce logo. La pierre qui possédait ce symbole m'a toujours fait passer une émotion un peu badass, et il s'agissait de l'autunite. Alors, voici la composition chimique de cette pierre. Je ne suis pas expert en chimie, par contre je connais mon alphabet et je peux vous dire que le U là, ça pue un petit peu la merde puisque c'est le symbole chimique de l'uranium. Et donc oui, l'autunite est une pierre radioactive. Et comme vous pouvez le voir ici, le musée est équipé d'un compteur Geiger qui nous prouve en fait que cette pierre émet effectivement des radiations, pas à forte dose mais suffisant pour que ce soit remarquable. L'une de ses cousines que vous pouvez voir ici se nomme la torbénite. Elle possède les mêmes propriétés radioactives que l'autunite, mais celle-ci est principalement composée de cuivre et on peut le voir à sa couleur. Cette pierre possède quelques points communs avec celle-ci, que l'on nomme de la malachite, et qui est un simple oxyde de cuivre. Pour le coup, la malachite est totalement inoffensive, sauf si vous la volez. D'ailleurs, ne dit-on pas que bien malachite ne profite jamais? Alors, c'est bien joli de vous prendre une dose de radiation en commençant votre collection de minéraux et de pierres précieuses, me direz-vous. Mais c'est pas le seul effet indésirable qui peut s'offrir à vous dans ce genre de cas de figure. Voici une pierre qui est connue depuis la nuit des temps, et par là je veux dire moins 35 000 avant l'apparition de JC, soit le paléolithique supérieur. La marcassite est un minéral composé de dioxyde de fer ainsi que de soufre, et elle servait à faire du feu du temps de l'Homo sapiens. A l'aide d'un amadou, on pouvait faire tomber de petites braises de cette pierre sur un champignon qui était prévu à cet effet, et cela nous donnait une braise pour l'allumage d'un feu. La marcassite est une cousine éloignée de la pyrite, que l'on appelle aussi l'or des fous, et dont j'ai déjà parlé, mais une petite propriété distingue clairement les deux minéraux. La pyrite restera plutôt cool en collection et vous n'aurez pas trop de problèmes à la conserver, là où la marcassite, en contact avec l'oxygène, pourrait vous dégager des vapeurs d'acide sulfurique. En gros, cette pierre peut provoquer des attaques chimiques par vapeur sur tous les autres spécimens des minéraux de votre collection et peut également oxyder tout ce qui se trouve composé de fer aux alentours. Bon, et alors rassurez-vous, c'est pas aussi rapide que ça en a l'air et les quantités dégagées ne sont pas si astronomiques que ça. Il vous faudra quand même avoir quelques kilos de marcassite dans votre collection avant d'en voir réellement les effets. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de ma vidéo sur les pierres précieuses et leurs effets visuels, je vous avais parlé des pierres fluorescentes. Et bien ici au musée, ils ont une salle qui leur est entièrement dédiée. Je vous emmène faire un petit tour.
Et donc dans cette ancienne vidéo sur les effets visuels des pierres, je n'avais pas pu aborder tous les effets des pierres car elles ne duraient que 4 minutes. Ce musée abrite une superbe collection de minéraux et ils détiennent un spécimen d'un chrysobéryl assez dingue. Le chrysobéryl qui ne doit surtout pas être confondu avec le béryl, dont le nom ressemble un petit peu. Le béryl, c'est une famille de pierres qui reprend notamment l'émeraude, l'aigue-marine, la morganite, l'héliodore et bien d'autres. Le chrysobéryl, quant à lui, ne possède pas une grande diversité au niveau des variétés qu'il offre, mais il existe une de ces pierres que l'on nomme l'alexandrite. Cette pierre fut découverte en 1830 et nommée ainsi en hommage du futur tsar Alexandre II. Jusque-là, rien de fou me direz-vous, c'est juste un caillou qui porte le nom d'un dirigeant de la Russie. Mais l'alexandrite possède une particularité assez sympathique puisqu'elle est verte à la lumière du jour, mais quand on l'expose à la lumière artificielle, elle change de couleur. Et alors c'est pas le petit changement de couleur, genre une petite nuance, on passe du vert olive au rouge vif. Et alors pour en revenir aux pierres qui peuvent être considérées comme des gemmes ou pas, j'ai ici une fois de plus un très bel exemple. Rappelez-vous de la marcasite dont j'ai parlé juste avant, qui ne peut être portée car elle dégage des vapeurs d'acide sulfurique, contrairement à l'alexandrite qui elle peut parfaitement s'adapter au milieu de la bijouterie. On pourra donc réellement ici parler d'une pierre gemme, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une des gemmes les plus prisées des collectionneurs. Pour vous faire une petite idée de prix, l'entrée de gamme, sur 1 carat, on est entre 1000 et 1500 € pièce. Continuons notre petit bout de chemin et laissez-moi vous présenter la tourmaline, pierre qui peut aussi être utilisée en bijouterie lorsqu'elle est de qualité gemme et qui présente une quinzaine de variétés selon les couleurs ou les effets qu'elle offre. La tourmaline possède également la particularité de cristalliser sous différentes couleurs sur un même cristal. On dit de cette pierre qu'elle est hémimorphique et qu'elle présente donc une symétrie dans son cristal, mais une symétrie un peu particulière car on ne tient plus compte de la composition chimique de ce dernier. Car si on parlait d'une symétrie pure, les composants chimiques devraient être identiques. Un peu comme si vous regardiez votre reflet dans le miroir. Si votre reflet était composé de mayonnaise par exemple, eh ben on parlerait d'une symétrie hémimorphique. Et la tourmaline possède encore d'autres variétés déterminées la plupart du temps selon leur couleur. Et pour ma part, j'ai un petit faible pour l'indigolite qui porte ce nom de par la couleur qu'elle arbore. Je lui trouve un bleu encore plus joli que celui des plus beaux saphirs. Bon et ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette petite vidéo. Alors vous aurez remarqué que j'avais peut-être pas fait d'allusion graveleuse dans celle-ci. Je vais en faire une petite avant de partir. Vous savez ce que c'est ça ? Ça c'est de l'urine de chameau. Voilà, en gros ça s'appelle aussi une rose de sable. Et en fait c'est un agrégat de gypse et de minerais salins qui apparaît dans les environnements arides sous cristallisation de matières aqueuses. Donc ça peut être de l'eau ou de l'urine de chameau dans le désert. Et voilà, ce coup-ci nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Un remerciement tout particulier pour l'équipe du Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles pour leur accueil. Je vous rappelle que je serai en dédicace sur le salon de la Medinasia les 3, 4 et 5 mars 2017. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!